Ma mère m'a mise à la porte à 19 ans pour avoir été une erreur inutile. Ce que j'ai fait ensuite était inattendu. Madame, vos parents sont au portail, ils parlent d'une urgence. Ces mots ont résonné dans la radio de mon équipe de sécurité alors que la lumière éclatante du jour inondait le sol en marbre de ma cuisine. Je remuais mon café glacé, d'un calme olympien, et j'ai souri à un sourire froid et satisfait parce que j'avais attendu 7 ans pour entendre cette phrase exacte. Je les ai observés sur l'écran de surveillance. Denise et Terence Brox, vêtus de marques de luxe mais puant le désespoir, se tenaient à côté d'une voiture de location poussiéreuse, comme déposée là par la honte elle-même. Denise ne cessait d'ajuster son col et de remettre ses cheveux en place, comme si les apparences pouvaient encore la sauver. Terence se tenait un demi-pas derrière elle, les épaules voûtées, le regard fuyant les caméras comme si elle l'accusait. Ce sont les mêmes parents qui m'avaient jeté comme une ordure. Je m'appelle Amina Brox, et j'ai aujourd'hui 26 ans. Mais tout a commencé quand j'en avais 19, par un après-midi d'anniversaire ensoleillé qui aurait dû être simple. Du gâteau, un petit déjeuner en famille dehors, et les derniers papiers d'inscription à l'université que nous étions censés signer. Au lieu de cela, je suis entré dans le salon et je me suis figé. Mon sac à dos était posé près de la porte, comme s'il attendait de m'escorter vers la sortie. Sur la table basse, il y avait des relevés bancaires imprimés et un dossier. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, agrippant sa tasse de café comme si elle était plus sûre que de me regarder. Ma mère se tenait raide, soignée et furieuse. Un maquillage impeccable, une coiffure parfaite, un front trop lisse pour montrer une véritable émotion. Mais ses yeux. Ses yeux étaient les de dégoût. Ne joue pas les surprises, a-t-elle claqué. Tu savais que ce jour arriverait. Je ne le savais pas. Je le jure. Maman, c'est quoi ça, ai-je demandé, la voix déjà tremblante. Elle a brandi les papiers comme une preuve. Ça, c'est moi qui en ai fini. Puis elle a pointé mon père du doigt sans même le regarder. Tu n'es pas sa fille. Ma poitrine s'est serrée si vite que je ne pouvais plus respirer. Je me suis tourné vers lui. Papa. Il n'a pas croisé mon regard. La voix de Denise s'est élevée comme si elle avait répété devant son miroir depuis des semaines. Tu es le résultat d'une erreur que j'ai commise, a-t-elle dit, crachant le mot erreur. Il y a des années, je t'ai gardé par culpabilité, mais tu es adulte maintenant, et j'ai fini de te porter. Mes oreilles bourdonnaient. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, sors, a-t-elle sifflé. Sors et ne reviens pas. J'ai attendu que Terence se lève, qu'il dise stop, qu'il dise c'est ma fille, qu'il argumente, qu'il me défende. Il est resté assis, silencieux, étudiant sa tasse comme si elle pouvait le sauver de sa lâcheté. Denise a attrapé le dossier et a asséné le coup suivant, comme si elle voulait le voir atterrir. Tu vois cette inscription à l'université dont tu parles? J'ai appelé ce matin. Je l'ai annulée. Mon estomac s'est noué. Tu as fait quoi? Tu m'as bien entendu, a-t-elle dit, les lèvres pincées. Et ce fonds universitaire que tu pensais avoir? Disparu. Dépensé l'année dernière. Rénovation de la cuisine, nouveau comptoir. J'en avais plus besoin que toi de ton diplôme. J'ai senti mes genoux faiblir. Papa, ai-je chuchoté, s'il te plaît. Il a fini par parler, mais sa voix était petite, faible, comme s'il était un invité dans sa propre maison. Ta mère a décidé, a-t-il marmonné. C'était tout. 19 ans à l'appeler papa, et il l'avait choisi elle en un souffle. Le plus cruel n'était même pas la révélation. C'était d'apprendre que tout avait été planifié. Denise ne s'était pas réveillée en colère ce matin-là. Elle m'avait souri pendant des mois, avait mangé à table avec moi, m'avait posé des questions sur mon avenir, m'avait aidé à postuler dans des écoles où elle savait qu'elle ne me laisserait jamais aller, comptant les jours comme si elle attendait d'organiser une fête. Elle a fourré mon sac à dos dans mes bras. Il y a $63 là-dedans, a-t-elle dit. Estime-toi heureuse, étant donné que tu n'es pas vraiment de la famille. J'ai ouvert la fermeture éclair, tremblante, espérant que c'était un mensonge. Ce n'en était pas un. Quelques billets froissés, des pièces en vrac, même pas assez pour que je me sente insulté correctement. Denise a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a physiquement poussé vers la porte. Ses ongles s'enfonçaient comme si elle voulait laisser une marque. Le soleil dehors était brillant et humiliant, le genre de lumière du jour qui rend la douleur privée publique. J'ai trébuché sur le porche, et le verrou a claqué derrière moi.
À la fenêtre avant, j'ai vu Denise se verser du vin, souriant comme si elle venait de gagner. Cette image a vécu dans mon esprit pendant des années. J'ai dormi dans ma vieille berline cette première nuit, garé sous les lumières d'un magasin pour que personne ne me trouve suspecte. J'ai appris quel parking avait des agents de sécurité qui toquaient à l'aube et lesquels vous laissaient exister comme si vous étiez invisible. J'ai appris à me laver dans les toilettes des stations-service sans pleurer assez fort pour que les inconnus entendent. Je m'enveloppais dans une fine couverture et je faisais semblant que mes tremblements étaient de l'excitation, parce qu'admettre la peur ressemblait à admettre la défaite. Au 3e jour, j'ai réalisé que Denise ne m'avait pas seulement mise dehors. Elle m'avait enterrée vivante. Elle racontait aux gens que j'étais instable, que je la volais, qu'elle avait tout essayé, que parfois il faut couper les ponts avec les enfants toxiques. Les membres de la famille l'ont cru instantanément, comme s'ils attendaient une raison. Ma tante a refusé d'ouvrir sa porte. Mes cousins m'ont bloqué. Même les gens avec qui j'avais grandi commençaient à me regarder comme si j'étais sale. Alors je suis allé à la banque parce qu'il me restait mes économies. L'argent de mes années de petit boulot. Ma dernière bouée de sauvetage. La pitié de la guichetière m'a frappé avant les mots. Ma chérie, votre solde est à 0. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas possible. Elle m'a montré le bordereau de retrait. Ma meilleure amie Talia, la fille qui connaissait mes secrets et dînait chez moi quand nous étions enfants, avait été ajoutée à mon compte il y a des années quand nous avions prévu un voyage scolaire. Elle avait tout vidé. 4200 $. Quand je l'ai appelée, sa voix était froide, presque offensée. Ta mère m'a tout expliqué, a-t-elle dit. Elle a dit que tu avais des problèmes et que tu allais tout gaspiller. Je protégeais l'argent. Le protéger? De moi, ai-je chuchoté, la voix brisée. C'est moi qui l'ai gagné. Eh bien, a répondu Talia, peut-être que tu aurais dû faire de meilleurs choix. J'ai raccroché et je suis resté assise dans ma voiture jusqu'à ce que le volant devienne flou. J'ai essayé d'obtenir un emploi dans un fast-food. J'ai tenu 4 jours. Denise a appelé le gérant pour dire que je causais des problèmes. La gérante, fatiguée et effrayée par le drame, m'a tendu 25 $ de sa propre poche et m'a dit de ne pas revenir. Ces 25 $ étaient la première gentillesse que j'avais ressentie depuis des semaines. Puis un matin, un vent glacial a traversé la journée, et ma voiture a fini par rendre l'âme pour de bon. Le moteur a toussé, crachoté et s'est tu, comme s'il était fatigué de se battre lui aussi. Je suis resté là, les mains engourdies, à penser que ma mère avait peut-être raison. Peut-être que les erreurs n'étaient pas censées survivre. Mais la fierté ne tient qu'un temps. Alors j'ai trébuché dans un dîner au bord de la route en plein jour, un endroit appelé le Sunrise Grill, tremblante et essayant d'avoir l'air normal. Je me suis glissé dans une banquette au fond, espérant que personne ne me remarquerait le temps que mes doigts dégèlent. Une femme s'est approchée, plus âgée, les épaules larges, les cheveux argentés tirés en arrière, serrés comme si elle ne perdait pas de temps avec la douceur. Son badge indiquait Madame Joy. Elle m'a regardé comme les vraies mères regardent les enfants qui font semblant d'aller bien. Sans poser une seule question, elle a posé du café et un petit déjeuner complet devant moi. Quand j'ai commencé à protester, elle m'a coupé d'une phrase. Chut. Mange d'abord. Et pour la première fois depuis que ce verrou avait claqué, j'ai senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine qui n'était pas de la douleur. C'était une porte. Madame Joy ne m'a pas harcelé de 1000 questions. Elle n'a pas demandé où je dormais, pourquoi mes mains tremblaient ou pourquoi j'avais l'air de vivre d'air et de honte. Elle s'est juste assise en face de moi dans cette banquette pendant que le restaurant se remplissait du bruit de la journée, du cliquetis des assiettes, des rires trop forts, du soleil brillant à travers les vitres comme si le monde était propre. Tu as un nom, a-t-elle demandé. J'ai dégluti. Amina. Amina, a-t-elle répété doucement, comme pour m'ancrer à nouveau sur terre. D'accord. Mange. J'ai essayé de manger sans pleurer. J'ai échoué. Des larmes sont tombées dans mes yeux, et je les ai essuyées vite, gêné. Madame Joy a fait glisser une serviette vers moi. Bébé, si tu dois pleurer, pleure. Ne laisse juste pas les pleurs t'empêcher de mâcher. Cette phrase m'a presque fait rire, ce qui m'a choqué car je n'avais pas ri depuis ce qui semblait être une éternité. Quand j'ai fini, elle s'est penchée, baissant la voix. Je ne vais pas te demander de mettre ta douleur en spectacle pour moi, a-t-elle dit. Mais je vois bien que tu en portes trop. Tu as une voiture? J'ai hoché la tête. Elle est dehors.
Elle roule? Pas aujourd'hui, ai-je admis. Je crois qu'elle est finie. Madame Joy a soupiré comme si elle avait entendu cette histoire trop souvent. D'accord, a-t-elle dit. Voici le marché. Tu peux te réchauffer ici un moment, et, j'ai une petite réserve derrière la cuisine. C'est pas le luxe, mais c'est chaud. Il y a un lit de camp là-bas. Tu peux y dormir ce soir. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Parce qu'une telle gentillesse semble suspecte quand on en a été privé. Je ne peux pas vous payer, ai-je chuchoté. Madame Joy a agité la main comme si je disais n'importe quoi. Bébé, si je voulais de l'argent, j'augmenterais le prix du café. Je t'offre une chance de respirer. Je l'ai fixée, et elle a plissé les yeux comme si elle lisait dans mes pensées. Et avant que tu dises que tu ne veux pas être un fardeau, a-t-elle ajouté, laisse-moi te dire un truc. Les gens qui survivent à ce que tu as survécu pensent toujours qu'ils doivent mériter le droit d'exister. Pas dans mon bâtiment. Tu m'entends? J'ai hoché la tête rapidement, les larmes coulant à nouveau. Bien, a-t-elle dit en se levant. Allez, viens. Tu peux m'aider à essuyer les menus et nettoyer les tables. Je te paierai $35 en liquide, au noir, parce que je ne gère pas la paperasse aujourd'hui. Tu mangeras ici, et tu dormiras derrière jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Un travail, ai-je chuchoté. Madame Joy a eu un sourire en coin. Un travail qui n'existait pas jusqu'à ce que je décide qu'il existe. Cette réserve est devenue mon premier refuge. Elle sentait le carton et le détergent, mais elle avait une porte qui fermait de l'intérieur. Le lit de camp grinçait quand je me retournais, mais il me soutenait. J'ai pris une douche ce soir-là et j'ai failli pleurer à nouveau juste parce que l'eau était chaude. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil par habitude et j'ai aidé Madame Joy à préparer la journée. Elle se déplaçait dans le restaurant comme un général, un porte-bloc dans une main, une spatule dans l'autre, parlant sèchement aux gens mais prenant soin d'eux discrètement. Bois de l'eau, m'aboyait-elle comme un ordre. Tes yeux ont l'air secs. Je pensais qu'elle était dure. Puis j'ai réalisé quel était l'amour sans la mise en scène. Le troisième jour, elle m'a lancé une boîte à outils. Allez, a-t-elle dit en sortant sous le soleil éclatant du matin. On va regarder cette voiture. Je l'ai suivie dehors, la panique montant. Madame Joy, je ne peux pas me payer un mécanicien. Est-ce que je t'ai demandé ce que tu peux te payer, a-t-elle claqué en ouvrant le capot comme si elle l'avait fait 1000 fois. Passe-moi cette lampe de poche. Elle a plissé les yeux, marmonné toute seule, puis a sorti son téléphone et passé un appel. 1 heure plus tard, un mécanicien s'est arrêté, un homme noir aux yeux bienveillants et aux mains tachées de graisse en permanence. Madame Joy l'appelait oncle Reggie comme s'ils étaient de la famille depuis toujours. Il a examiné la voiture, a sifflé doucement et a dit, cette chose prie pour la retraite. Madame Joy lui a lancé un regard noir. Répare ce que tu peux. Ne l'enfonce pas, oncle Reggie a ri et s'est mis au travail. À l'heure du déjeuner, ma voiture roulait à nouveau, difficilement mais vivante. J'ai essayé de remercier Madame Joy, la voix tremblante. Je ne sais pas comment vous rembourser. Elle m'a pointé du doigt. Tu me rembourses en restant en vie. C'est tout. 1 semaine plus tard, alors que j'essuyais le comptoir, j'ai remarqué l'homme qui venait tous les matins à la même heure. Il s'asseyait toujours au comptoir sous la lumière du soleil traversant la vitrine avant, silencieux, ordinateur portable ouvert, café noir, toast au blé complet, rien d'extravagant. Il portait des vêtements simples comme s'il se fichait de qui le voyait, et il donnait des pourboires comme s'il comprenait le coût du travail acharné. Madame Joy s'est penchée vers moi et a chuchoté, c'est Caleb Langston. Ne te laisse pas tromper par son allure simple. Il a de l'argent, du vrai argent. Je l'ai observé sans le vouloir. Pas parce qu'il était beau, bien qu'il l'était d'une manière calme et mature. C'était parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui remarquait les détails. Un matin, le carnet de réservation de Madame Joy était un désastre. Les gens appelaient, les clients sans réservation se disputaient, et Madame Joy s'en prenait à tout le monde. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé des post-it et un marqueur et j'ai construit un système de couleurs simples. Sans réservation, habitué, grosse commande, heure de pointe. Le chaos s'est transformé en ordre en quelques minutes. Madame Joy a fixé le système comme si j'avais sorti un lapin de mon chapeau. Ma fille, tu as fait ça aussi vite? J'ai haussé les épaules. C'était juste évident.
En me retournant vers le comptoir, j'ai réalisé que Caleb regardait pas moi, mais mon travail. Plus tard, alors que j'essuyais les tables dans la lumière vive de l'après-midi, il a parlé. « C'est vous qui avez conçu ce système ?» a-t-il demandé. Je me suis figé. « Oui, monsieur. » Il a hoché la tête lentement. « Quel est votre parcours ?» Je devais commencer l'université, ai-je dit prudemment, mais ça ne s'est pas fait. Caleb a tapoté ses doigts une fois, comme s'il réfléchissait. « Laissez-moi vous poser une question, » a-t-il dit. Si vous aviez une équipe répartie sur différents fuseaux horaires et que les réunions punissent toujours les mêmes personnes, comment rendriez-vous cela équitable? C'était une question si étrange pour un dîner que j'ai failli rire, mais mon cerveau s'est allumé. Équité, rotation, partage des charges. J'ai attrapé une serviette, j'ai esquissé une solution, faire tourner les inconvénients pour que personne ne porte les pires horaires de réunion indéfiniment. Des règles simples, une logique propre. Ça m'a pris peut-être 6 minutes. Quand j'ai fini, Caleb s'est reculé, le regard perçant maintenant. « Vous venez de résoudre ce sur quoi mon équipe bute depuis des mois ?» a-t-il dit. Je l'ai regardé, stupéfaite. Je ne voulais pas, ne vous excusez pas, a-t-il coupé. Les gens intelligents s'excusent toujours d'être intelligents. Arrêtez. Ce même après-midi, Madame Joy a agité une enveloppe vers moi, riant si fort qu'elle a failli s'étouffer. Amina, viens voir ce que ta maman a envoyé. Mon estomac s'est noué avant même que je la touche. Une menace d'apparence légale. Denise exigeait que le dîner me renvoie, prétendant que j'utilisais le nom de famille frauduleusement et que je nuisais à leur réputation. Ma main a commencé à trembler. Madame Joy l'a lu, puis a ricané comme si c'était une comédie. C'est hilarant, a-t-elle dit. Je l'encadre. Et elle l'a fait, l'accrochant au-dessus de la machine à café comme un trophée. Caleb a vu ça. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a pas dit grand-chose jusqu'à son départ. Il s'est arrêté près de la porte, le soleil brillant derrière lui. Je dirige une petite entreprise de logiciels, a-t-il dit. On construit des outils, on résout des problèmes. Vous avez le genre d'esprit que je ne peux pas enseigner. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je veux vous offrir un stage, a-t-il dit. À temps partiel au début, 17 $ de l'heure, si vous êtes partante. J'ai dégluti difficilement. Je ne sais pas coder. Caleb n'a pas scié. Alors vous apprendrez. Si vous voulez que votre vie change, vous ne pouvez pas continuer d'attendre la permission. J'ai pensé au verrou, au sac à dos rempli, aux nuits froides dans la voiture, et quelque chose de têtu s'est levé en moi. Je le veux, ai-je dit. Caleb a hoché la tête une fois. Bien. Ma vie est devenue une boucle serrée, ne laissant aucune place aux excuses. Sunrise Grill le matin, le bureau de Caleb l'après-midi, apprendre à coder seul le soir. Au petit bureau de logiciel de Caleb Langston, personne ne me traitait comme un cas social. Il me traitait comme une stagiaire, ce qui signifiait qu'il s'attendait à ce que j'apprenne vite ou que je sois laissé pour compte. La première semaine, je me sentais stupide toutes les 5 minutes. Le code se fichait de mes sentiments. Il se fichait de mon histoire. Une minuscule erreur, et tout cassait. Je fixais l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent, puis je retournais au Sunrise Grill et agissais normalement en remplissant les verres d'eau. Madame Joy le voyait toujours. Elle me pointait avec sa spatule et disait, « Mange d'abord, pleure ensuite si tu as besoin, mais tu as intérêt à continuer. » Alors je l'ai fait. 2 semaines après le début de mon stage, le bureau a rencontré un problème de planification. Des clients dans différents états, des équipes dans différents fuseaux horaires, chaque réunion tournait à la dispute parce que les mêmes personnes se retrouvaient toujours avec les pires horaires. L'équipe tournait en rond. Caleb m'a finalement regardé. « Amina, tu as quelque chose ?» Ma gorge s'est asséchée. Les vieilles habitudes hurlaient, « Reste calme, ne prends pas de place. » Mais je me suis souvenu de ce que Denise avait dit en me mettant dehors. Erreur inutile. Je me suis levé quand même. Si vous faites tourner l'inconvénient au lieu des équipes, ai-je dit, personne n'est puni indéfiniment. Ils m'ont fixé. J'ai attrapé un marqueur et écrit des règles simples sur le tableau blanc. C'est propre, a hoché une femme. Caleb n'a pas souri, mais son regard s'est aiguisé. Construit un prototype de suivi. J'ai cligné des yeux. Moi. Toi, a-t-il dit, calme. Je ne t'ai pas embauché pour regarder.
Cet après-midi-là, la lumière du jour inondant ses fenêtres, j'ai construit mon premier véritable outil. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça marchait. Quand ils l'ont utilisé la semaine suivante et que les disputes ont cessé, je suis sorti de ce bureau avec l'impression qu'on avait remplacé ma colonne vertébrale par de l'acier. Un mois plus tard, je déjeunais dehors derrière le bâtiment. C'est là que j'ai entendu 2 infirmières de la clinique voisine. Je suis épuisé, se plaignait l'une. Ils m'ont encore collé 3 gardes de nuit. L'autre a reniflé. Leur planning est un bordel. Tableur, groupe de discussion, post-it. Quelqu'un se fait toujours avoir. Avoir. Ce mot m'a frappé comme une cloche. Parce que je connaissais ce sentiment. Être celle qui récupère toujours les restes. Et soudain, je l'ai vu. Le même problème d'équité, mais en blouse d'hôpital. Cette nuit-là, de retour au restaurant après la fermeture, j'ai demandé à Madame Joy si je pouvais utiliser son vieil ordinateur. « Tu ne vas pas dormir ce soir, hein ?»« Pas encore, ai-je admis. » Elle m'a glissé une assiette quand même. « Alors tu as intérêt à manger, bébé. Personne ne construit de miracle le ventre vide. » Je suis allé dans la réserve et j'ai commencé à construire quelque chose de petit. Juste un outil simple où les gens pouvaient entrer leur disponibilité, leurs préférences, leurs limites et les règles d'équité. Ensuite, l'application générait un planning qui répartissait la charge uniformément. Pas de favoris. Pas de punition. Juste l'équilibre. Je l'ai montré à ces 2 infirmières le lendemain après-midi. Elles ont fixé mon téléphone comme si je leur avais tendu une issue de secours. « C'est toi qui as fait ça ?» a demandé l'une. J'ai hoché la tête, presque gêné. L'autre infirmière s'est penchée plus près. « Tu peux ajouter tout notre service ?» Et c'est comme ça que ça s'est répandu. 2 infirmières sont devenues 10. 10 sont devenues une unité entière. Bientôt, l'administrateur de la clinique a demandé une version payante, et j'ai réalisé que je n'apprenais plus seulement à coder. Je construisais une bouée de sauvetage. Un après-midi, Caleb est passé devant mon bureau et s'est arrêté net. Il a pointé mon écran. « C'est à toi, ça ? » ?»« Oui, c'est quelque chose sur quoi je travaille. » Il a tiré une chaise et a regardé silencieusement pendant 1 minute. « C'est de la planification de soins de santé. Distribution équitable. Contrôle du burn-out. » J'ai hoché la tête. C'est petit pour l'instant, mais les gens demandent. Caleb s'est reculé comme s'il avait pris sa décision. « J'investis $8 000, a-t-il dit. Petite participation, tu gardes le contrôle. On fait ça propre avec des papiers. » Ma bouche s'est asséchée. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Il m'a regardé comme si la réponse était évidente. « Parce que ça marche. Et parce que tu es sérieuse. » Ce soir-là, je me suis assise sur le lit de camp dans la réserve et j'ai pleuré dans mon oreiller, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que quelqu'un croyait enfin que je pouvais devenir quelque chose. Madame Joy a refusé d'appeler ça ce truc de planning. « Il faut un nom », a-t-elle dit, les mains sur les hanches. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant le soleil brillant du matin laver les banquettes d'or, et ça m'est venu. « Des shifts, l'équipe de jour », ai-je dit. Madame Joy a claqué des doigts. « C'est ça. Des shifts. » Un outil construit par une fille qui a été jetée dehors en plein jour et a refusé de disparaître. Mais juste au moment où je commençais à me sentir stable, Madame Joy a brandi une enveloppe un après-midi. « Ta maman a envoyé d'autres bêtises. » J'ai senti mon estomac se serrer. Denise n'avait pas fini d'essayer de contrôler l'histoire. Des shifts n'a pas grandi poliment. Ça a grandi comme quelque chose qui avait été affamé d'espace. La clinique l'a déployé. Puis un petit système hospitalier a voulu une version. À chaque fois que je pensais OK, c'est le sommet, un autre email arrivait. Les gens ne demandaient pas seulement des plannings, ils demandaient du soulagement. Et ça m'a fait travailler plus dur que la peur ne l'aurait jamais fait. Caleb m'a aidé à transformer mon petit projet désordonné en quelque chose de réel. Nous avons formé des Shift Solutions, LLC. J'ai gardé le contrôle. J'ai gardé mon nom hors de tout ce qui était public. Je ne voulais pas d'attention. L'attention était le terrain de chasse de Denise. Le premier gros contrat est tombé un mardi après-midi. 1,9 million de dollars sur 12 mois. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce que mon estomac se retourne. Pas parce que je détestais l'argent.
Mais parce que l'argent signifiait des gens. Et j'avais une famille qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'elle pouvait profiter de moi. Ce soir-là, j'ai avoué ma peur à Madame Joy. J'ai peur d'être trouvée. Alors bouge intelligemment, reste silencieuse, laisse ton travail parler, pas ta bouche. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la réserve, mais je n'ai pas acheté de manoir Tapa accent Graveleuil. J'ai acheté un appartement modeste dans un immeuble où personne ne faisait de commérage. La première nuit dans mon propre lit, j'ai pleuré pendant des heures. Soulagement, rage, gratitude, deuil. Une fois que des chiffres est devenu de l'argent réel, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis. J'ai engagé quelqu'un pour déterrer la vérité. Elle s'appelait Kendra Holt. Elle est revenue 2 semaines plus tard. Votre mère n'était pas seulement cruelle, a-t-elle dit, elle volait. À qui? À votre grand-mère. Pendant des années. Elle m'a montré les transferts. L'argent destiné aux soins et à l'héritage familial détourné vers les dépenses de Denise et les investissements de Terence. Puis Kendra a dit, il y a plus. Votre grand-mère a créé un 2e testament. Un testament de protection. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une clause. Si un petit enfant est abandonné par ses parents avant l'âge de 22 ans et prouve plus tard son indépendance et son succès, ce petit enfant hérite de la totalité du domaine. Ma gorge s'est serrée si fort que ça faisait mal. Denise ne m'avait pas seulement jeté dehors. Elle m'avait déshérité. Elle s'était assurée que les gens croient que j'étais parti. L'avocat essayait de vous trouver, a dit Kendra, mais votre mère a dit aux gens que vous aviez fugué et ne vous en étiez jamais remise. Cette semaine-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un faux profil. Je crois que ta mère ment à ton sujet. J'habite ici. C'était Nia, 17 ans. La fille placée en famille d'accueil chez eux. Elle a commencé à m'envoyer des morceaux de vérité, des vidéos de Denise exigeant la perfection, utilisant les chèques de placement comme récompense personnelle, tandis que Nia portait des vêtements soldés. Et Terence, silencieux, coupant sa nourriture en morceaux égaux comme s'il répétait comment avoir l'air inoffensif. Denise racontait toujours des histoires sur moi, changeant la version à chaque fois. J'ai cessé de voir Denise comme simplement cruelle. Je l'ai vue comme dangereuse. J'ai essayé de rester invisible, mais des shifts ne m'a pas laissé faire. Une liste nationale de jeunes fondateurs a publié une photo de moi. Pas de nom complet, mais Denise n'avait pas besoin de mon nom. Elle avait besoin de la confirmation que j'avais de la valeur. Elle a commencé à tendre la main. Elle a appelé le Sunrise Grill. Le bureau de Caleb. Mon équipe a répondu par des modèles froids et polis. Alors que Denise paniquait, j'ai commencé à planifier. À travers une société écran, j'ai acquis les droits de gestion liés à l'hypothèque de mes parents. Denise et Terence pensaient toujours travailler avec la banque. Ils ne savaient pas que la banque, c'était moi. Et quand leurs finances ont commencé à s'effondrer parce que Terence est devenu avide et que Denise continuait de dépenser, je ne suis pas intervenu. J'ai regardé. Je les ai laissés creuser. En attendant, j'ai arrangé quelque chose pour Nia aussi. Une bourse d'études et une porte de sortie. Puis le dernier domino est tombé. Dette. Procès. Ami disparu. Et par un après-midi lumineux, mon équipe de sécurité m'a appelé. Madame, vos parents sont au portail. Je me suis dirigé vers mon écran de contrôle. Ils étaient là. Denise a appuyé sur le bouton de l'interphone d'un doigt tremblant. Amina, ma chérie, s'il te plaît. Et j'ai souri de ce sourire froid. Je ne me suis pas précipité. Je les ai laissés attendre là, en plein jour, assez longtemps pour qu'ils se sentent petits. Denise a réappuyé sur l'interphone, la voix plus douce. Amina, ma chérie, c'est maman et papa. On a une urgence. Chérie. J'ai failli rire. La dernière chose qu'elle m'avait appelée en face était inutile. J'ai traversé mon couloir lentement, mes talons claquant sur la pierre. Quand j'ai appuyé sur le bouton, ma voix est sortie calme et claire. Il n'y a pas d'urgence. Vous êtes fauché. Vous faites face à une saisie. Vous avez découvert que je contrôle votre hypothèque, et maintenant vous êtes là pour mendier. Le visage de Denise s'est crispé. Amina, non, écoute. Il y a eu un malentendu. On vous protégeait. Me protéger de quoi? Du fait que vous avez volé grand-mère?
Que vous avez planifié mon expulsion? Elle s'est mise à pleurer instantanément. Tu ne comprends pas ce que c'était pour moi, de devoir te regarder tous les jours, d'être rappelé à mes erreurs. Ton erreur, ai-je coupé, a été de supposer que je disparaîtrais. Terence s'est avancé. Amina, s'il te plaît. Nous sommes toujours tes parents. J'ai laissé un rire bref résonner. Non. Vous avez rendu ça clair quand vous avez verrouillé la porte derrière moi. Nous t'avons élevé, a ajouté Terence désespérément. Nourri, habillé, donné un toit. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai inspiré lentement. Vous avez fait le minimum légal jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de moi sans conséquence. Vous voulez des applaudissements pour ne pas avoir abandonné un enfant avant que l'horloge ne le rende pratique? Denise a frappé le portail. Après tout ce qu'on a sacrifié, tu nous dois ça. Voilà. Pas de l'amour, une facture. J'ai sorti leur compte hypothécaire sur mon téléphone. Je vous dois exactement ce que vous m'avez donné quand j'en avais le plus besoin, ai-je dit. Rien. Denise a pincé les lèvres. Alors pourquoi tu nous réponds? J'ai souri. Parce que je vous donne quelque chose. Terence a cligné des yeux. Quoi? 63 $, ai-je dit. Le montant exact que vous avez mis dans mon sac à dos quand vous m'avez jeté dehors. Je le déduis de votre prêt immobilier. Votre solde est maintenant de 412 907 $ au lieu de 412 970 $. De rien. Le cri de Denise était de la rage pure. Je vais te poursuivre. Je vais dire à tout le monde ce que tu es vraiment. Je t'en prie, ai-je dit. Dis-leur que j'ai survécu à l'abandon. Je viendrai avec les reçus. Puis j'ai fait le mouvement suivant. J'ai mis Nia sur haut-parleur via l'interphone. Nia? Tu es là. Oui, je viens de rentrer au campus. Je suis en sécurité. Denise a écarquillé les yeux. Nia a continué, aussi, Madame Brox m'a appelé 13 fois aujourd'hui. Elle voulait que je dise aux gens qu'elle est une bonne mère. J'ai dit la vérité à la place. Denise est devenue violette. Attention, ai-je prévenu. Vous êtes filmé. Denise s'est figée. Terence semblait vouloir disparaître sous terre. La sécurité est arrivée. Alors qu'on les escortait vers la voiture de location, Denise s'est retournée, le venin coulant de ses mots. Tu n'étais rien sans nous. J'ai répondu calmement, comme on ferme un livre. Tu m'as traité d'inutile. Il s'avère que je n'ai pas de prix, juste pas pour vous. Ils sont partis, et je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti propre. Denise a essayé de courir aux nouvelles locales avec une histoire d'amour vache, pleurant devant la caméra. Mais Nia avait des enregistrements. Une fois qu'ils ont fait surface, la comédie a cessé de fonctionner. Les enquêteurs ont agi vite. Terence a demandé le divorce en quelques jours. Denise, piégée dans ses propres choix, n'avait nulle part où se cacher. Quelques semaines plus tard, j'ai racheté ma maison d'enfance aux enchères via une branche caritative de Deshift. Je l'ai donnée pour qu'elle devienne un foyer de transition pour les jeunes adultes sortant du système d'accueil. Madame Joy est venue à l'ouverture, souriante. Tu n'as pas seulement survécu, m'a-t-elle dit. Tu as transformé ta douleur en porte d'entrée. Nia m'a envoyé une photo de sa chambre d'étudiante, le soleil sur son bureau. Elle a écrit « Merci d'avoir prouvé que la famille n'est pas toujours le sang ». Et je me suis assise dans mon appartement calme plus tard, regardant le soleil se répandre sur le sol, connaissant la vérité. La vengeance n'était pas la porte de sortie. La vengeance, c'était de construire une vie si solide que personne ne pourrait m'effacer à nouveau. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire. Avez-vous déjà dû choisir la paix plutôt que la famille? Je soutiens tous ceux qui se reconstruisent en pleine lumière. On n'en avait plus besoin que toi. C'est ce que mon beau-frère a dit, avec un grand sourire, comme s'il venait de raconter la meilleure blague du monde lors d'un brunch au bord du lac. Comme si me voler n'était qu'une simple affaire de famille. Le soleil brillait sur l'eau, le genre de midi éclatant qui vous fait penser que rien d'horrible ne peut arriver sous un ciel aussi pur. Je venais de remonter du ponton, les mains encore fraîches d'avoir rincé l'eau du lac, et j'ai ouvert mon application bancaire pour approuver quelques paiements de routine pour mon entreprise. Je m'attendais à voir des chiffres. Ce que j'ai vu, c'était le vide. Pas un bug, pas un délai, mais un zéro brutal et humiliant. J'ai actualisé.
Une fois, deux fois. L'écran s'est chargé vite, trop vite, comme si l'application était impatiente de confirmer ce que je craignais déjà. Chaque dollar que j'avais accumulé au cours des 6 dernières années, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque, peut-être la prochaine fois, tout avait disparu. J'ai levé les yeux. Il avait un verre de limonade à la main, le coude détendu, la suffisance collée au visage comme si elle lui appartenait. Autour de nous, les gens continuaient de manger, de bavarder, de faire semblant de ne pas avoir entendu le poison qu'ils venaient de libérer dans l'air. Comme si, en agissant assez normalement, ma douleur deviendrait normale elle aussi. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Parce que ce n'était pas le moment où je me suis brisé. C'était le moment où je me suis réveillé. Je m'appelle Simone Carter, et je croyais autrefois que la famille était solide, comme un porche sur lequel on peut marcher sans vérifier si le bois est pourri en dessous. J'ai grandi à Savannah, en Géorgie, dans une petite maison qui sentait toujours la cannelle et le cire pour meubles. Ma maman tenait un petit service de traiteur en journée. Mon père faisait des travaux d'entretien. Ils m'ont élevé avec 3 règles, travailler dur, parler franchement, et ne jamais prendre ce qu'on n'a pas gagné. Ma petite sœur, Renée, était différente. Renée avait un charme solaire. On lui pardonnait avant même qu'elle ne s'excuse. Pendant que j'aidais maman, Renée cherchait l'excitation. J'étais la sœur qui mentait pour la protéger, qui payait ses petites factures. Mais la vie est devenue réelle d'une manière à laquelle personne n'est préparé. À mes 27 ans, un chauffard a emporté nos 2 parents. Quelques semaines plus tard, Renée et moi étions assises face à un avocat. Il n'y avait pas de fortune massive, juste une maison modeste et des économies. J'ai utilisé ma part pour lancer Carter et Company Events. Je voulais de l'ordre et de la lumière. Renée, elle, a utilisé la sienne pour un homme. Mason Blackley. Mason est entré dans sa vie comme un ouragan parfumé à l'eau de Cologne. Fort en gueule, charmant, toujours de grands projets mais jamais de preuves. En quelques mois, ils étaient mariés. En un an, Renée ne riait plus de la même façon. Elle vérifiait le visage de Mason avant de finir ses phrases. Alors, quand notre cousine Janelle a suggéré une réinitialisation familiale avec un rassemblement au bord d'un lac en Caroline du Sud, je me suis permis d'espérer. J'ai chargé ma voiture de plateaux de fruits et de nappes colorées. Quand je suis arrivé, le lac scintillait. Mais à l'intérieur de cette propriété magnifique, la voix de Mason résonnait comme s'il était le propriétaire. Gros rire, gros ego. Chaque fois que Renée me regardait, j'avais l'impression qu'elle voulait dire quelque chose mais qu'elle ne pouvait pas. Et je ne savais pas que le secret se déplaçait déjà dans la maison, rampant vers ma vie avec un couteau à la main. Le premier signe était si petit que j'ai failli l'ignorer. Je suis monté dans la chambre d'amis pour prendre un chargeur. Mon ordinateur portable professionnel était sur la commode, là où je l'avais laissé. Sauf que l'angle de l'écran était différent. Le câble de chargement était branché sur un port que je n'utilise jamais, et le plastique près du clavier était chaud. Quelqu'un l'avait utilisé. J'ai vérifié l'historique de mon navigateur. Pas vide. Propre. Nettoyé comme une scène de crime. C'est là que mon instinct m'a chuchoté, il y a quelque chose qui cloche. Au moment du brunch sur la terrasse, le soleil était haut. J'essayais d'agir normalement. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Tiffany, ma coordinatrice des opérations, Simone, le vendeur de tentes dit que notre paiement a été rejeté. Tu déplaces de l'argent ? Mon pouce s'est figé. J'ai répondu, non, je vérifie maintenant. J'ai rouvert mon application bancaire sous la table. L'écran s'est chargé. Plus de réserves. Plus de fonds d'urgence. Rien. J'ai actualisé comme une idiote. Les chiffres ne sont pas revenus. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit d'une voix faible. J'ai appelé ma banque à l'ombre des arbres. La représentante m'a dit, Madame, cela montre plusieurs virements initiés tôt ce matin. Les identifiants ont été entrés correctement, y compris les questions de sécurité. La connexion provenait d'un appareil reconnu. Un appareil reconnu. Mon ordinateur portable là-haut. Je suis retourné sur la terrasse. Mon argent a disparu, ai-je annoncé. Le silence est tombé. Chaque dollar, 6 ans d'économie, tout a été viré cette nuit. Renée a blêmi. Mais Mason ? Il s'est adossé à sa chaise.
Mason, ai-je dit doucement. Tu étais près de mon ordinateur hier. Il a laissé échapper un petit rire moqueur. Ma pauvre fille, s'il te plaît. Peut-être que tu ne comprends pas comment marche l'argent. J'ai fait un pas en avant. Montre-nous ton relevé bancaire alors. Son sourire narquois a tressailli. Puis il a levé sa tasse et a dit ces mots, comme s'il en était fier, on n'en avait plus besoin que toi. Ce n'était pas un accident. C'était une confession. Il ne m'avait pas volé parce qu'il était désespéré, mais parce qu'il croyait que je laisserais faire, comme toujours. J'ai attrapé mon sac. Tu ne vas appeler personne, a-t-il grogné en s'avançant. Le mari de Janelle s'est interposé. J'ai sorti mon téléphone. Pas pour négocier. Pour signaler. Fraude financière en cours. J'ai des raisons de croire que le suspect est ici. Mason a ri. La police? Ils vont voir que c'est une erreur. Mais ils ne savaient pas une chose. 3 mois plus tôt, j'avais installé un système de sécurité sur mon ordinateur. Il enregistrait les accès, capturait les détails de l'appareil et prenait une photo à chaque tentative d'accès aux fichiers sensibles. Mason pensait qu'effacer l'historique effaçait la réalité. Quand la police est arrivée, Mason a changé de couleur. C'est un malentendu, a-t-il bégayé face à la détective Avery Collins. Intéressant, a-t-elle répondu, parce que la banque a signalé des connexions depuis un appareil déjà enregistré. J'ai tendu mon téléphone à la détective. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à regarder ça. Les photos de la webcam de sécurité. Mason devant mon écran, dans le noir. Les journaux de frappe. Tournez-vous, monsieur Blackley. Main dans le dos. René a fait un pas vers moi. Tu as fait ça, a-t-elle dit à Mason, la voix tremblante mais claire. Et j'ai fini de te couvrir. Alors que les menottes cliquetaient, il a craché, tu n'es rien sans moi. Elle a croisé son regard. Je n'étais rien avec toi. Mason a été emmené. René s'est effondré dans mes bras. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé Tiffany, gèle tous les paiements. Envoie un mail à chaque fournisseur, fraude vérifiée, rapport de police déposé. Puis j'ai appelé mon avocate, Nia. Documente tout. Ce n'est pas juste du vol, c'est une interférence commerciale. On va le poursuivre au pénal et au civil. Le lendemain, j'ai tenu une réunion en plein air avec mon équipe et mes clients. J'ai montré le rapport de police. Je n'ai pas caché la vérité. Ils m'ont respecté pour ça. 1 mois plus tard, l'argent est revenu par morceaux. La banque a restauré la majeure partie après l'enquête. Mais ce que j'ai vraiment gagné, ce n'était pas l'argent. C'était le fait qu'il n'ait pas pu réécrire ma vie. Mason a été inculpé pour ce qu'il m'a fait, et pour d'autres tentatives de fraude qu'ils ont trouvées sur ses appareils. Il est bloqué par la loi de me contacter, moi ou mon entreprise. René a emménagé dans ma chambre d'amis. Elle a commencé une thérapie et a trouvé un travail honnête. Quelques semaines plus tard, nous avons refait ce rassemblement familial. Un vrai reset. Dans un parc public, en plein jour. René s'est levé devant tout le monde. Je suis désolé, a-t-elle dit. Et je vous demande d'arrêter de confondre l'amour avec le silence. Le silence est ce qu'il utilisait pour me piéger. Simone ne m'a pas juste sauvé mon argent. Elle m'a sauvé, moi. Je l'ai serré dans mes bras. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es ma sœur. Si cette histoire vous a touché, si on vous a déjà fait sentir coupable de vous protéger, dites-le-moi dans les commentaires. Être la personne forte ne veut pas dire que vous êtes faite pour être exploitée. Cela veut dire que vous êtes faite pour être respectée. Ma mère m'a mise à la porte à 19 ans parce que j'étais une erreur sans valeur. Ce que j'ai fait ensuite était inattendu. Madame, vos parents sont au portail, ils prétendent qu'il s'agit d'une urgence. Ces mots crépitèrent à travers la radio de mon équipe de sécurité, tandis que la lumière éclatante du jour inondait le sol en marbre de ma cuisine. Je remuais mon café glacé, calme comme l'eau qui dort, et je souris, froidement et avec satisfaction, car j'avais attendu cette phrase exacte pendant 7 ans. Sur le moniteur de sécurité, je les observais. Denise et Terence Brox, vêtus d'un désespoir griffé, se tenaient à côté d'une voiture de location poussiéreuse comme s'ils avaient été déposés là par la honte elle-même. Denise ne cessait d'ajuster son col et de remettre ses cheveux en place, comme si les apparences pouvaient la sauver.
Thérence se tenait un demi-pas derrière elle, les épaules voûtées, les yeux fuyant les caméras comme si elle l'accusait. Les mêmes parents qui m'avaient jeté comme une ordure. Je m'appelle Amina Brox, et j'ai maintenant 26 ans. Mais tout cela a commencé quand j'avais 19 ans, par un après-midi d'anniversaire ensoleillé qui aurait dû être simple. Un gâteau, un petit déjeuner en famille dehors, et les derniers papiers d'inscription à l'université que nous étions censés signer. Au lieu de cela, je suis entré dans notre salon et je me suis figé. Mon sac à dos trônait près de la porte comme s'il attendait de m'escorter vers la sortie. Sur la table basse se trouvaient des relevés bancaires imprimés et un dossier. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, agrippant une tasse de café, la fixant comme s'il était plus sûr de la regarder elle que moi. Ma mère se tenait raide, soignée et furieuse. Maquillage impeccable, cheveux parfaits, front trop lisse pour montrer une véritable émotion. Mais ses yeux. Ses yeux étaient laids de dégoût. Ne joue pas la surprise, claqua-t-elle. Tu savais que ce jour viendrait. Je ne le savais pas. Je jure que je ne le savais pas, maman, qu'est-ce que c'est? Demandai-je, ma voix tremblant déjà. Elle brandit les papiers comme une preuve. C'est moi qui en ai fini. Puis elle pointa mon père du doigt sans même le regarder. Tu n'es pas son enfant. Ma poitrine se serra si vite que je ne pus respirer. Je me tournai vers lui. Papa? Il ne croisa pas mon regard. La voix de Denise s'éleva comme si elle l'avait répété devant le miroir pendant des semaines. Tu es le résultat d'une erreur que j'ai commise, dit-elle en crachant le mot erreur. Il y a des années, je t'ai gardé par culpabilité, mais tu es grande maintenant, et j'ai fini de te porter. Mes oreilles bourdonnaient. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, sors, siffla-t-elle. Sors et ne reviens pas. J'attendis que Thérence se lève, qu'il dise stop, qu'il dise, c'est ma fille, qu'il argumente, qu'il me défende. Il resta simplement assis là, silencieux, étudiant sa tasse comme si elle pouvait le sauver de sa lâcheté. Denise attrapa le dossier et asséna le coup suivant comme si elle voulait le voir atterrir. Tu sais cette inscription à l'université dont tu parlais, dit-elle. J'ai appelé ce matin. Je l'ai annulée. Mon estomac se noie. Tu as fait quoi? Tu m'as entendu, dit-elle, les lèvres pincées. Et ce fonds pour l'université que tu pensais avoir? Disparu. Dépensé l'année dernière, rénovation de la cuisine, nouveau comptoir. J'en avais plus besoin que toi d'un diplôme. Je sentis mes genoux faiblir. Papa, chuchotai-je, s'il te plaît. Il parla enfin, mais sa voix était petite, faible, comme s'il était un invité dans sa propre maison. Ta mère a décidé, marmonna-t-il. C'était tout. 19 ans à l'appeler papa, et il la choisissait elle en un souffle. La partie la plus cruelle n'était même pas la révélation. C'était d'apprendre que cela avait été planifié. Denise ne s'était pas simplement réveillée en colère ce matin-là. Elle m'avait souri pendant des mois, mangeant à table avec moi, me questionnant sur mon avenir, m'aidant à postuler à des écoles qu'elle savait ne jamais me laisser fréquenter, comptant les jours comme si elle attendait de donner une fête. Puis elle fourra mon sac à dos dans mes bras. Il y a $63 là-dedans, dit-elle. Sois reconnaissante, considérant que tu n'es pas vraiment de la famille. Je l'ouvris, tremblante, espérant que c'était un mensonge. Ce n'en était pas un. Quelques billets froissés, des pièces en vrac, pas même assez pour me sentir insulté correctement. Denise posa ses deux mains sur mes épaules et me poussa physiquement vers la porte. Ses ongles s'enfonçaient comme si elle voulait laisser une marque. Le soleil dehors était brillant et embarrassant, le genre de lumière du jour qui rend la douleur privée publique. Je trébuchai sur le porche, et le verrou claqua derrière moi. Par la fenêtre avant, je vis Denise se verser du vin, souriant comme si elle venait de gagner. Cette image a vécu dans mon esprit pendant des années. Je dormis dans ma vieille berline cette première nuit, garé sous les lumières d'un magasin pour que personne ne puisse prétendre que j'étais suspecte. J'appris quel parking avait des gardes de sécurité qui frappaient à l'aube et lesquels vous laissaient exister comme si vous étiez invisible. J'appris comment me laver dans les toilettes des stations-service sans pleurer assez fort pour que des étrangers entendent. Je m'enveloppais dans une fine couverture et prétendais que les tremblements étaient de l'excitation, parce qu'admettre la peur ressemblait à admettre la défaite. Au troisième jour, je réalisai que Denise ne m'avait pas simplement mise à la porte. Elle m'avait enterrée vivante. Elle racontait aux gens que j'étais instable, que je la volais, qu'elle avait tout essayé, que parfois il fallait couper les ponts avec les enfants toxiques.
Les membres de la famille la crurent instantanément, comme s'ils attendaient une raison. Ma tante refusa d'ouvrir sa porte. Mes cousins me bloquèrent. Même des gens avec qui j'avais grandi commencèrent à me regarder comme si j'étais sale. Puis j'allai à la banque parce que j'avais encore mes économies. De l'argent provenant d'années de petits boulots. Ma dernière bouée de sauvetage. La pitié de la guichetière me frappa avant les mots. Ma chérie, votre solde est à 0. Je clignai des yeux. Ce n'est pas possible. Elle me montra le bordereau de retrait. Ma meilleure amie Talia, la fille qui connaissait mes secrets et dînait chez moi quand nous étions enfants, avait été ajoutée à mon compte des années auparavant lorsque nous prévoyions un voyage scolaire. Elle l'avait vidé. 4200 $. Quand je l'appelai, sa voix était froide, presque offensée. Ta mère m'a tout expliqué, dit-elle. Elle a dit que tu avais des problèmes et que tu allais tout gaspiller. Je protégeais l'argent. Le protéger? De moi? Chuchotai-je, la voix brisée. C'est moi qui l'ai gagné. Eh bien, répondit Talia, peut-être aurais-tu dû faire de meilleurs choix. Je raccrochai et restai assise dans ma voiture jusqu'à ce que le volant devienne flou. J'essayais d'obtenir un emploi dans un fast-food. Je tins 4 jours. Denise appela la gérante et dit que j'étais une source d'ennui. La gérante, fatiguée et effrayée par les drames, me tendit 25 $ de sa propre poche et me dit de ne pas revenir. Ces 25 $ furent la première gentillesse que j'ai ressentie depuis des semaines. Puis un matin, un vent glacial traversa la journée, et ma voiture rendit l'âme pour de bon. Le moteur toussa, crachota et se tut comme s'il était fatigué de se battre lui aussi. Je restai assise là, les mains engourdies, pensant, peut-être que ma mère avait raison. Peut-être que les erreurs n'étaient pas faites pour survivre. Mais l'orgueil ne peut vous tenir chaud qu'un temps. Alors je trébuchai dans un dîner en bord de route en plein jour, un endroit appelé Sunrise Grill, tremblante et essayant d'avoir l'air normal. Je me glissai dans une banquette au fond, espérant que personne ne me remarquerait assez longtemps pour que mes doigts dégèlent. Une femme s'approcha, plus âgée, large d'épaules, les cheveux argentés tirés en arrière serrés comme si elle ne perdait pas de temps avec la douceur. Son badge indiquait Madame Joy. Elle me regarda comme les vraies mères regardent les enfants qui prétendent aller bien. Sans poser une seule question, elle posa du café et un petit déjeuner complet devant moi. Quand je commençai à protester, elle coupa court d'une phrase. Chut. Mange d'abord. Et pour la première fois depuis que ce verrou avait claqué, je sentis quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine qui n'était pas de la douleur. C'était une porte. Madame Joy ne plana pas au-dessus de moi avec 1000 questions. Elle ne demanda pas où je dormais, pourquoi mes mains tremblaient ou pourquoi j'avais l'air d'avoir vécu d'air et de honte. Elle s'assit juste en face de moi dans cette banquette de coin pendant que le dîner se remplissait du bruit de la journée, des assiettes qui s'entrechoquaient, des gens riant trop fort, du soleil brillant à travers les fenêtres avant comme si le monde était propre. « Tu as un nom ?» demanda-t-elle. J'avalai ma salive. « Amina. »« Amina » répéta-t-elle doucement, comme si elle manquerait de nouveau à la terre. « D'accord. Mange. » J'essayai de manger sans pleurer. J'échouai. Des larmes tombèrent dans mes yeux, et je les essuyai vite, embarrassé. Madame Joy fit glisser une serviette vers moi. « Bébé, si tu dois pleurer, pleure. Ne laisse juste pas les pleurs t'empêcher de mâcher. » Cette phrase faillit me faire rire, ce qui me choqua car je n'avais pas ri depuis ce qui semblait être une éternité. Quand j'eus fini, elle se pencha en avant, baissant la voix. « Je ne vais pas te forcer à jouer ta douleur pour moi, dit-elle. Mais je vois bien que tu en portes trop. Tu as une voiture ? » J'hochai la tête. Elle est dehors. Elle roule ? Pas aujourd'hui, admis-je. Je crois qu'elle est finie. Madame Joy soupira comme si elle avait entendu cette histoire trop de fois. D'accord, dit-elle. Voilà le marché. Tu peux te réchauffer ici un moment, et, j'ai une petite réserve derrière la cuisine. Ce n'est pas le luxe, mais c'est chaud. Il y a un lit de camp là-bas. Tu peux y dormir ce soir. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne vint. Parce qu'une telle gentillesse semble suspecte quand on en a été privé. Je ne peux pas vous payer, chuchotai-je. Madame Joy agita la main comme si je disais n'importe quoi. Bébé, si je voulais de l'argent, j'augmenterais le prix de ce café. Je t'offre une chance de respirer. Je la fixai,
et elle plissa les yeux comme si elle lisait dans mes pensées. Et avant que tu dises que tu ne veux pas être un fardeau, ajouta-t-elle, laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui survivent à ce que tu as survécu pensent toujours qu'ils doivent gagner le droit d'exister. Pas dans mon établissement. Tu m'entends? J'hochai la tête rapidement, les larmes coulant à nouveau. Bien, dit-elle en se levant. Viens. Tu peux m'aider à essuyer les menus et nettoyer les tables. Je te paierai 35 $ en liquide par jour sous la table parce que je ne gère pas de paperasse aujourd'hui. Tu mangeras ici, et tu dormiras derrière jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Un travail? Chuchotai-je. Madame Joy sourit en coin. Un travail qui n'existait pas jusqu'à ce que je décide qu'il existe. Cette réserve devint mon premier refuge. Elle sentait le carton et la lessive, mais elle avait une porte qui fermait de l'intérieur. Le lit de camp grinçait quand je me tournais, mais il me portait. Je pris une douche ce soir-là et faillis pleurer à nouveau juste parce que l'eau était chaude. Le lendemain matin, je me réveillai avant le lever du soleil par habitude et aidai Madame Joy à préparer la journée. Elle se déplaçait dans le dîner comme un général, porte-bloc dans une main, spatule dans l'autre, parlant aux gens sèchement mais s'occupant d'eux discrètement. Bois de l'eau, m'aboyait-elle comme un ordre. Tes yeux ont l'air secs. Je pensais qu'elle était dure. Puis je réalisai quel était l'amour sans la mise en scène. Le troisième jour, elle me lança une boîte à outils. Viens, dit-elle en sortant sous le soleil éclatant du matin. On va regarder cette voiture. Je la suivis dehors, la panique montant. Madame Joy, je ne peux pas me permettre un mécanicien. T'ai-je demandé ce que tu peux te permettre? Claqua-t-elle, ouvrant le capot comme si elle l'avait fait 1000 fois. Passe-moi cette lampe de poche. Elle plissa les yeux, marmonna pour elle-même, puis sortit son téléphone et passa un appel. 1 heure plus tard, un mécanicien arriva, un homme noir aux yeux gentils et aux mains tachées de graisse en permanence. Madame Joy l'appelait oncle Reggie comme s'ils étaient de la famille depuis toujours. Il examina la voiture, siffla bas et dit, cette chose prie pour la retraite. Madame Joy lui lança un regard noir. Répare ce que tu peux. Ne la rôtis pas, oncle Reggie rit et se mit au travail. À l'heure du déjeuner, ma voiture roulait à nouveau, cahotante mais vivante. J'essayai de remercier Madame Joy, la voix tremblante. Je ne sais pas comment vous rembourser. Elle me pointa du doigt. Tu me rembourses en restant en vie. C'est tout. Une semaine plus tard, alors que j'essuyais le comptoir, je remarquai l'homme qui venait chaque matin à la même heure. Il s'asseyait toujours au comptoir sous la lumière du soleil filtrant par la fenêtre avant, calme, ordinateur portable ouvert, café noir, toast au blé complet, rien d'extravagant. Il portait des vêtements simples comme s'il se fichait de qui le voyait, et il donnait des pourboires comme s'il comprenait le coût du travail acharné. Madame Joy se pencha près de moi et chuchota, c'est Caleb Langston. Ne te laisse pas tromper par son allure simple. Il a de l'argent, du vrai. Je l'observais sans le vouloir. Pas parce qu'il était beau, bien qu'il le fût d'une manière calme et mature. C'était parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui remarquait les détails. Un matin, le carnet de réservation de Madame Joy était un désastre. Les gens appelaient, les clients sans réservation se disputaient, et Madame Joy aboyait sur tout le monde. Je ne réfléchis pas. J'attrapai des post-it et un marqueur et construisis un système de couleurs simples. Sans réservation, habitué, grosse commande, heure de pointe. Le chaos se transforma en ordre en quelques minutes. Madame Joy fixa le système comme si j'avais sorti un lapin d'un chapeau. Fille, tu as fait ça aussi vite? Je haussai les épaules. C'était juste évident. Quand je me retournai vers le comptoir, je réalisai que Caleb regardait non pas moi, mais mon travail. Plus tard, alors que j'essuyais les tables dans l'après-midi lumineux, il parla. « Vous avez construit ce système ?» demanda-t-il. Je me figeai. « Oui, monsieur. » Il hocha lentement la tête. « Quel est votre parcours ?» J'étais censé commencer l'université, dis-je prudemment, mais ça ne s'est pas fait. Caleb tapota ses doigts une fois, comme s'il réfléchissait. « Laissez-moi vous demander quelque chose, dit-il. Si vous aviez une équipe répartie sur différents fuseaux horaires et que les réunions punissaient toujours les mêmes personnes, comment rendriez-vous cela équitable? C'était une question si étrange pour un dîner que je faillis rire, mais mon cerveau s'illumina. Équité, rotation, partage des fardeaux. J'attrapai une serviette,
esquisser une solution, rotation des inconvénients pour que personne ne porte les pires horaires de réunion indéfiniment. Règle simple, logique propre. Cela me prit peut-être 6 minutes. Quand je finis, Caleb se recula, les yeux vifs maintenant. Vous venez de résoudre ce sur quoi mon équipe bute depuis des mois, dit-il. Je le fixai, stupéfaite. Je ne voulais pas, ne vous excusez pas, coupa-t-il. Les gens intelligents s'excusent toujours d'être intelligents. Arrêtez. Ce même après-midi, Madame Joy agita une enveloppe vers moi, riant si fort qu'elle faillit s'étouffer. Amina, viens voir ce que ta maman a envoyé. Mon estomac tomba avant même que je ne la touche. Une menace d'apparence légale. Denise exigeait que le dîner me renvoie, prétendant que j'utilisais le nom de famille frauduleusement et que je nuisais à leur réputation. Ma main commença à trembler. Madame Joy la lut, puis gloussa comme si c'était une comédie. C'est hilarant, dit-elle. Je l'encadre. Et elle le fit, l'accrochant au-dessus de la machine à café comme un trophée. Caleb observa cela se produire. Sa mâchoire se crispa, mais il ne dit pas grand-chose jusqu'à son départ. Il s'arrêta près de la porte, le soleil brillant derrière lui. Je dirige une petite société de logiciels, dit-il. Nous construisons des outils, résolvons des problèmes. Vous avez le genre d'esprit que je ne peux pas enseigner. Mon cœur commença à battre la chamade. Je veux vous offrir un stage, dit-il. À temps partiel au début, $17 de l'heure, si vous êtes d'accord. J'avalai difficilement. Je ne sais pas coder. Caleb ne cligna pas des yeux. Alors vous apprendrez, dit-il. Si vous voulez que votre vie change, vous ne pouvez pas continuer à attendre la permission. Je pensais au verrou, au sac à dos préparé, aux nuits froides dans la voiture, et quelque chose d'obstiné monta en moi. Je le veux, dis-je. Caleb hocha la tête une fois. Bien. Ma vie devint une boucle serrée, ne laissant aucune place aux excuses. Sunrise Grill le matin, le bureau de Caleb l'après-midi, m'apprenant à coder le soir. Chaque jour, le soleil était levé quand je commençais à travailler, et il restait assez brillant pour que je puisse prétendre ne pas être terrifié. Au petit bureau de logiciel de Caleb Langston, personne ne me traitait comme un cas social. Il me traitait comme une stagiaire, ce qui signifiait qu'il s'attendait à ce que j'apprenne vite ou que je sois laissé derrière. La première semaine, je me sentis stupide toutes les 5 minutes. Le code se fichait de mes sentiments. Il se fichait de mon histoire. Une minuscule erreur, et tout s'effondrait. Je fixais l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent, puis retournais au Sunrise Grill et agissais normalement en remplissant les verres d'eau. Madame Joy le voyait toujours. Elle me pointait avec sa spatule et disait, « Mange d'abord, pleure ensuite si tu en as besoin, mais tu as intérêt à continuer. » Alors je continuais. La première fois que je résolus un vrai problème, c'était 2 semaines après le début de mon stage. Le bureau rencontra un désordre de planification. Clients dans différents états, équipes dans différents fuseaux horaires, chaque réunion tournait à la dispute parce que les mêmes personnes héritaient toujours des pires heures. L'équipe tournait en rond. Caleb me regarda enfin. « Amina, tu as quelque chose ?» Ma gorge s'assécha. Les vieilles habitudes hurlaient, « Reste calme, ne prends pas de place. » Mais je me souvins de ce que Denise avait dit en me mettant dehors, erreur sans valeur. Je me levai quand même. Si vous faites tourner l'inconvénient au lieu des équipes, dis-je, personne n'est puni en permanence. Ils me fixèrent. J'attrapai un marqueur et écrivis des règles simples au tableau blanc, fenêtre de réunion fixe avec rotation des mauvaises heures, personne n'a le pire créneau 2 fois de suite, les exceptions nécessitent un échange, pas une permission. Suivi automatique pour que personne ne puisse oublier qui a sacrifié son silence. Puis la femme au foulard hocha lentement la tête. C'est propre. Caleb ne sourit pas, mais ses yeux s'aiguisèrent. Construis un prototype de tracker. Je clignai des yeux. Moi ? Toi, dit-il calmement. Je ne t'ai pas embauché pour regarder. Cet après-midi-là, la lumière du jour inondant ses fenêtres, je construisis mon premier vrai outil. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça fonctionnait. Quand ils l'utilisèrent la semaine suivante et que les disputes cessèrent, je sortis de ce bureau avec l'impression que ma colonne vertébrale avait été remplacée par de l'acier. 1 mois plus tard, je déjeunais dehors derrière le bâtiment. Soleil sur le visage, essayant de reprendre mon souffle. C'est là que je surprenais 2 infirmières de la clinique d'à côté.
Je suis épuisé, se plaignait l'une. Ils m'ont encore donné 3 gardes de nuit. L'autre renifla. Leur planning est un désastre. Tableur, discussion de groupe, post-it. Quelqu'un se fait toujours avoir. Avoir. Ce mot me frappa comme une cloche. Parce que je connaissais ce sentiment. Je savais ce que signifiait être celle qui recevait toujours la pire part. Et soudain, je le vis. Le même problème d'équité, juste portant une blouse médicale. Ce soir-là, de retour au dîner après la fermeture, je demandai à Madame Joy si je pouvais utiliser à nouveau son vieil ordinateur. Elle plissa les yeux vers moi. « Tu ne vas pas dormir ce soir, hein ?»« Pas encore, admis-je. » Elle me glissa une assiette quand même. « Alors tu ferais mieux de manger, bébé. Personne ne construit de miracle le ventre vide. » J'allai dans la réserve et commençai à construire quelque chose de petit. Pas un système complet. Pas un produit de rêve. Juste un outil simple où les gens pouvaient entrer disponibilité, préférences, garde, limites et règles d'équité. Ensuite, l'application générait un planning répartissant la charge uniformément. Pas de favoris. Pas de punition. Juste l'équilibre. Je le montrai à ces 2 infirmières en plein jour le lendemain après-midi, assises sur un banc devant la clinique. Elles fixèrent mon téléphone comme si je leur avais tendu une issue de secours. « Tu as fait ça ?» demanda l'une. J'hochai la tête, presque embarrassé. L'autre infirmière se pencha plus près. « Peux-tu ajouter tout notre service ?» Et c'est ainsi que ça se répandit. 2 infirmières devinrent 10. 10 devinrent une unité entière. Bientôt, d'autres services commencèrent à demander. Puis l'administrateur de la clinique s'enquit d'une version payante, et je réalisai que je n'apprenais plus seulement à coder. Je construisais une bouée de sauvetage. Un après-midi, Caleb passa devant mon bureau et s'arrêta net. Il pointa mon écran. « C'est à toi ?» Mon cœur bondit. « Oui, c'est quelque chose sur quoi je travaille. » Il tira une chaise et observa silencieusement pendant 1 minute. « C'est de la planification de soins de santé, dit-il. Distribution équitable. Contrôle du burn-out. » J'hochai la tête. C'est petit pour l'instant, mais les gens demandent. Caleb se recula comme s'il avait pris sa décision. J'investirai 8 000 $, dit-il. Petite participation, tu gardes le contrôle. On fait ça proprement avec de la paperasse. Ma bouche s'assécha. Pourquoi feriez-vous ça? Il me regarda comme si la réponse était évidente. Parce que ça marche, dit-il, et parce que tu es sérieuse. Cette nuit-là, je m'assis sur le lit de camp dans la réserve et pleurai dans mon oreiller, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que quelqu'un croyait enfin que je pouvais devenir quelque chose. Madame Joy refusa d'appeler ça ce truc de planning. Ça a besoin d'un nom, dit-elle, les mains sur les hanches, quelque chose dont les gens peuvent se souvenir. Je regardai par la fenêtre du dîner le soleil éclatant du matin inondant les banquettes d'or, et cela me vint. Des shifts, dis-je. Équipe de jour, Madame Joy claqua des doigts. C'est ça. Des shifts. Un outil construit par une fille qui s'était fait jeter en plein jour et avait refusé de disparaître. Mais juste quand je commençais à me sentir stable, Madame Joy brandit une enveloppe un après-midi, souriant comme si elle était sur le point de commencer une bagarre. Ta maman a envoyé plus de bêtises, dit-elle, et je sentis mon estomac se serrer. Parce que je savais ce que cela signifiait. Denise n'avait pas fini d'essayer de contrôler l'histoire. Des shifts ne grandit pas poliment. Il grandit comme quelque chose qui avait soif d'espace. La clinique le déploya dans plus d'unités. Puis une deuxième clinique demanda. Puis un petit système hospitalier voulut une version pouvant gérer plusieurs services, infirmières, aides-soignants, techniciens de laboratoire, même le personnel de transport. Chaque fois que je pensais d'accord, c'est le sommet, un autre email arrivait. Les gens ne demandaient pas seulement des plannings, ils demandaient du soulagement. Et cela me fit travailler plus dur que la peur ne l'avait jamais fait. Caleb m'aida à transformer mon petit projet désordonné en quelque chose de réel. Il me présenta à un avocat qui ne me parlait pas avec condescendance, et nous formâmes des Shift Solutions, LLC. Je gardai la propriété serrée. Je gardai mon nom hors de tout ce qui était public. Nous utilisions une image de marque propre, des papiers propres et des comptes bancaires discrets. Je ne voulais pas d'attention. L'attention était la façon dont Denise chassait.
Le premier gros contrat tomba un mardi après-midi. Je m'en souviens, parce que le soleil brillait et j'étais assise à mon bureau, plissant les yeux devant l'écran comme s'il pouvait mentir. Le chiffre était réel. 1,9 million de dollars sur 12 mois. Je le fixais jusqu'à ce que mon estomac se retourne. Pas parce que je détestais l'argent. Parce que l'argent signifiait les gens. Et j'avais une famille qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'elle pouvait profiter de moi. Cette nuit-là, je conduisis jusqu'au Sunrise Grill et m'assis avec Madame Joy dans la banquette près de la fenêtre. La lumière du jour déclinait dehors, mais il faisait encore assez clair pour voir son expression nettement. J'ai peur, admis-je. Madame Joy sirota son café. Du succès? D'être trouvée, dis-je. Elle hocha la tête comme si elle comprenait. Alors bouge intelligemment, reste discrète, laisse ton travail parler, pas ta bouche. C'est ce que je fis. Je déménageai de la réserve, mais je n'achetais pas un manoir tapa accent Graveleuil. J'achetais un modeste appartement dans un immeuble où personne ne commérait, où le portier ne posait pas de questions, et où ma paix pouvait vivre sans être inspectée. La première nuit dans mon propre lit, je pleurais pendant des heures. Soulagement, rage, gratitude, chagrin. Tout mélangé. Je n'avais pas seulement perdu mon ancienne famille, j'avais perdu la fille qui croyait que l'amour signifiait la sécurité. Et j'apprenais encore à vivre sans demander la permission. Une fois que des shifts devint de l'argent réel, je fis quelque chose que je m'étais promis de faire dès que j'aurais du pouvoir. J'engageai quelqu'un pour déterrer la vérité. Pas des rumeurs, pas des ma mère a dit. La vérité. Elle s'appelait Kendra Holt. Yeux vifs, voix calme, et le genre de professionnalisme qui me disait qu'elle avait vu des familles pires que la mienne. Ses honoraires étaient de 12 500 $, et je les payais sans sourciller. Denise m'avait appris beaucoup de leçons horribles. L'une d'elles était celle-ci, si tu veux le contrôle, tu as besoin de reçus. Kendra revint 2 semaines plus tard et fit glisser un dossier sur ma table. Votre mère n'était pas seulement cruelle, dit-elle, elle volait. Mon estomac tomba. À qui? À votre grand-mère, répondit-elle. Depuis des années. Pendant qu'elle déclinait, Denise avait l'autorité légale et l'utilisait comme une arme. Elle me montra des virements, prudents, étalés, cachés derrière des dépenses. De l'argent destiné aux soins et à l'héritage familial redirigé vers les dépenses de Denise, les investissements de Terence et des comptes aléatoires qui n'avaient aucun sens. Puis Kendra me regarda et dit, il y a plus. Je retins mon souffle. Votre grand-mère a créé un second testament, dit-elle. Un testament protecteur. Il est caché chez un autre avocat. Mon cœur bondit. Qu'est-ce qu'il dit? Kendra tapota un paragraphe surligné. Il y a une clause. Si un petit enfant est abandonné par ses parents avant l'âge de 22 ans et prouve plus tard un succès indépendant, ce petit enfant hérite de la totalité du domaine. Ma gorge se serra si fort que ça fit mal, parce que Denise ne m'avait pas juste mise à la porte. Elle m'avait déshérité. Elle m'avait effacé. Elle s'était assurée que les gens croyaient que j'étais parti. Kendra hocha la tête, comme si elle pouvait voir la question suivante se former sur mon visage. L'avocat essayait de vous trouver, dit-elle, mais votre mère a dit aux gens que vous vous étiez enfui et n'aviez jamais récupéré. Cette rage, elle n'était pas bruyante. Elle était calme et profonde, comme une tempête s'installant dans mes os. Denise ne voulait pas seulement me sortir de sa maison. Elle voulait me sortir de l'histoire, pour pouvoir être l'héroïne. Cette même semaine, mon téléphone vibra avec un message d'un faux profil. Je pense que ta mère ment à ton sujet. J'habite ici. Je fixai l'écran. Mes mains devinrent froides. Je tapai, qui es-tu? La réponse vint vite. Je m'appelle Nia. J'ai 17 ans. Elle m'appelle sa fille bonus, mais ça ne ressemble pas à un bonus. Je restai assise là longtemps avant de répondre, et quand je le fis enfin, Nia commença à m'envoyer de petits morceaux de vérité, de courtes vidéos enregistrées en plein jour à la table du dîner, des clips silencieux depuis sa chambre, des notes vocales chuchotées quand Denise n'était pas là. Denise était la même avec elle, exigeant la perfection, exigeant la gratitude, utilisant les chèques de placement familial comme un système de récompense privée, tandis que Nia portait des vêtements soldés et portait la charge émotionnelle de Denise comme si c'était son travail. Terence était assis là dans ses vidéos aussi, silencieux, sans vie, coupant sa nourriture en morceaux égaux comme s'il répétait comment avoir l'air inoffensif. Et Denise?
Denise continuait de parler de moi, sauf que l'histoire changeait à chaque fois. Un jour j'étais instable. Le lendemain j'étais violente. Le suivant j'étais probablement morte. Et les yeux de Nia dans ces vidéos, ils avaient l'air piégés. C'est là que j'ai cessé de voir Denise comme simplement cruelle. Je la voyais comme dangereuse, non pas parce qu'elle pouvait me blesser physiquement désormais, mais parce qu'elle pouvait empoisonner n'importe quel espace où elle entrait. J'essayais de rester invisible, mais des shifts ne me le permit pas. Un site d'affaires mentionna notre croissance rapide. Une conférence m'invita à parler lors d'un panel. Une liste nationale de jeunes fondateurs publia une photo de moi sous des lumières vives, en bonne santé et confiante, parlant dans un microphone. Pas de nom complet, pas d'histoire, mais Denise n'avait pas besoin de mon nom complet. Elle avait besoin de la confirmation que j'étais précieuse. Et dès qu'elle vit cette photo, elle commença à tendre la main. Elle appela le Sunrise Grill. Madame Joy raccrocha. Elle appela le bureau de Caleb. Son assistante la rembarra. Elle envoya un email au contact général de Deshift. Mon équipe répondit avec un modèle poli et froid. Denise continua de pousser parce que Denise ne comprenait pas les limites. Elle comprenait la propriété. Et pendant qu'elle paniquait, je commençais à planifier. Pas une planification bruyante, une planification silencieuse. Je m'assurais que la structure de Deshift restait difficile à tracer. Je déplaçais l'argent à travers des couches qui me protégeaient. Et puis je fis un achat qui compterait plus que n'importe quel discours. Par le biais d'une société écran liée à notre branche d'investissement, j'acquis les droits de gestion liés à l'hypothèque de mes parents. Denise et Terence pensaient toujours travailler avec la banque. Ils ne savaient pas que la banque, c'était moi. Et quand leurs finances commencèrent à s'effondrer parce que Terence devenait avide et que Denise continuait de dépenser comme si les conséquences étaient pour les autres, je n'intervins pas. Je regardais. Je les laissais creuser. Parce que je voulais qu'ils sentent le poids de ce qu'ils avaient créé avant que je n'offre une main. Pendant ce temps, j'arrangeais quelque chose pour Nia aussi, discrètement. Un fonds de bourse d'études pour les jeunes placés et les ados abandonnés. Pas de gros titres. Pas de vantardise. Juste une porte de sortie. Puis le dernier domino tomba. Leurs dettes s'empilèrent. Carte de crédit au plafond. Retard de paiement. Procès qui rôdait. Amis disparus. Et un après-midi lumineux, mon équipe de sécurité m'appela à nouveau, la voix tendue. Madame, vos parents sont au portail, ils prétendent qu'il s'agit d'une urgence. Je marchais vers mon moniteur de sécurité. Ils étaient là. Vêtements de créateur, voitures de location, capture d'écran imprimées comme des preuves. Denise appuya sur le bouton de l'interphone d'un doigt tremblant. Amina, chérie, s'il te plaît. Et je souris de ce sourire froid à nouveau. Je ne me précipitais pas vers l'interphone. Je l'ai laissé se tenir là dans la lumière éclatante du jour assez longtemps pour se sentir petit. Pas humilié pour le plaisir, mais petit de la manière dont les gens se sentent quand le monde arrête enfin de faire semblant pour eux. Sur mon moniteur, Denise continuait de vérifier son téléphone comme si elle s'attendait à ce qu'un miracle sonne. La posture de Terence semblait effondrée, comme si sa colonne vertébrale avait porté la culpabilité pendant des années et avait finalement lâché. Denise appuya de nouveau sur l'interphone, la voix devenant plus douce, plus sucrée, comme si elle pouvait revenir dans ma vie à coups de petits noms. Amina, chérie, c'est maman et papa. Nous avons une urgence. S'il te plaît, nous devons parler. Chérie. Je faillis rire. La dernière chose qu'elle m'avait appelée en face était sans valeur. Je traversais mon couloir lentement, les talons claquant contre le sol en pierre. Pas parce que je voulais du drame, mais parce que chaque pas ressemblait à une année de ma vie me revenant. Quand j'appuyai sur le bouton, ma voix sortit calme et propre. Il n'y a pas d'urgence, dis-je. Vous êtes fauché. Vous faites face à la saisie. Vous avez découvert que je contrôle votre hypothèque, et maintenant vous êtes ici pour mendier. Le visage de Denise se crispa comme si elle avait été giflée. Amina, non, écoute, se précipita-t-elle. Il y a eu un malentendu. Nous n'avons jamais voulu que les choses se passent ainsi. Nous te protégions. Me protéger de quoi? Demandai-je, toujours calme. De la vérité que vous avez volée grand-mère? Du fait que vous avez planifié mon expulsion pendant des mois? Des mensonges que vous avez répandus pour que personne ne m'aide? Le masque de Denise vacilla, mais elle récupéra vite,
les larmes apparaissant comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Tu ne comprends pas ce que c'était pour moi, pleura-t-elle, devoir te regarder tous les jours, être rappelé à mes erreurs. Ton erreur, coupai-je, a été de supposer que je disparaîtrais. Thérence s'avança enfin, la voix fine et tremblante. Amina, s'il te plaît, dit-il. Nous sommes toujours tes parents. Je laissai un petit rire résonner dans l'interphone. Non, dis-je. Vous avez rendu cela clair quand vous avez verrouillé la porte derrière moi. Les yeux de Denise étincelèrent et sa voix s'aiguisa. Nous t'avons élevé, ajouta Thérence rapidement, désespérée maintenant. Nous t'avons nourri, nous t'avons vêtu, nous t'avons donné un abri. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'inspirai lentement, laissant l'air me stabiliser. Vous avez fait le minimum légal jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de moi sans conséquence, dis-je. Vous voulez des applaudissements pour ne pas avoir abandonné un enfant jusqu'à ce que l'horloge le rende pratique? Denise frappa le portail de sa paume, perdant le contrôle. Après tout ce que nous avons sacrifié, siffla-t-elle, tu nous dois quelque chose. C'était là. Pas de l'amour, une facture. J'affichais leur compte hypothécaire sur mon téléphone. J'avais mémorisé les chiffres comme certaines personnes mémorisent des prières. Je vous dois exactement ce que vous m'avez donné quand j'en avais le plus besoin, dis-je. Rien. Les lèvres de Denise se tordirent. Alors pourquoi nous réponds-tu même? Je souris, bien qu'ils ne puissent le voir. Parce que je vous donne quelque chose, répondis-je. Thérence cligna des yeux. Quoi? 63 $, dis-je. Denise me fixa comme si elle ne comprenait pas l'anglais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le montant exact que vous avez mis dans mon sac à dos quand vous m'avez mise à la porte, dis-je. Je l'applique à votre hypothèque. Je marquai une pause juste assez longue pour savourer leur confusion. Votre solde est maintenant de 412 907 $ au lieu de 412 970 $. De rien. Le cri de Denise fut de la rage pure, brute, laide, incontrôlée. Tu ne peux pas faire ça. Je vais te poursuivre. Je dirai à tout le monde ce que tu es vraiment. Je me penchai plus près de l'interphone. Je vous en prie, faites-le, dis-je. Dites-leur que j'ai survécu à l'abandon. Dites-leur que j'ai construit des shifts à partir de rien pendant que vous construisiez des mensonges à partir de tout ce que vous avez volé. J'apporterai les reçus. Denise essaya de revenir aux larmes, mais son visage était déjà fissuré par la colère. La bouche de Thérence s'ouvrit comme s'il voulait supplier, mais il n'avait pas de mots assez forts. C'est alors que je fis le mouvement suivant. Je tapotai mon téléphone et m'y sur haut-parleur via le système d'interphone. Parce que la vérité frappe plus fort quand elle a des témoins. Nia? Dis-je doucement. Tu es là? Sa voix traversa, stable. Oui, je viens de rentrer au campus. Je suis en sécurité. Les yeux de Denise s'écarquillèrent comme si elle avait avalé quelque chose de coupant. Nia continua. Aussi, Madame Brox m'a appelé 13 fois aujourd'hui. Elle voulait que je dise aux gens qu'elle est une bonne mère. J'ai dit la vérité à la place. Le visage de Denise vira au rouge-violet. C'est ingrate. Attention, avertis-je, la voix toujours calme. Vous êtes filmé, et le défenseur scolaire de Nia adorerait entendre comment vous parlez de la jeune personne que vous prétendez avoir sauvée. Denise se figea. Thérence avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Et pile à l'heure, la sécurité arriva en voiturette de golf. 2 gardes sortirent. Professionnels, calmes, pas impressionnés. Denise commença à crier à propos de la famille, des droits, du sang. Thérence essaya une fois de plus, la voix brisée. Amina, s'il te plaît, nous avons juste besoin d'aide. Je ne criais pas. Je ne jurais pas. Je dis simplement la vérité. Vous n'avez pas besoin d'aide, répondis-je. Vous avez besoin de conséquences. Alors qu'ils étaient escortés vers la voiture de location, Denise se tordit, le venin dégoulinant de ses mots. Tu n'étais rien sans nous. Je répondis doucement, comme en fermant un livre. Vous m'avez appelé sans valeur, dis-je. Il s'avère que j'étais inestimable, juste pas pour vous. Ils s'éloignèrent, et je ne me sentis pas vide. Je me sentis propre. Denise essaya de courir aux nouvelles locales avec une histoire d'amour vache, pleurant devant la caméra comme si elle était la victime. Mais Nia avait des enregistrements,
des clips de jour de l'intérieur de cette maison montrant la cruauté de Denise et ses mensonges changeants. Une fois que les enregistrements firent surface, la comédie cessa de fonctionner. La documentation des enquêteurs alla vite. Les experts comptables tracèrent 465 000 $ à travers des transferts en couches liés aux dépenses de Denise et aux investissements désespérés de Terence. Terence demanda le divorce en quelques jours, non pas parce qu'il s'était fait pousser une colonne vertébrale, mais parce qu'il voulait se sauver lui-même. Denise, finalement piégée dans ses propres choix, n'avait nulle part où se cacher. Quelques semaines plus tard, j'achetai ma maison d'enfance discrètement aux enchères via une branche caritative liée à des shifts. Pas de gros titres, pas de discours. Puis je la donnai pour qu'elle devienne un foyer de transition de jour pour les jeunes adultes sortant du système de placement et pour les ados abandonnés par les gens qui auraient dû les protéger. Un endroit où personne ne se fait mettre à la porte avec un sac à dos et de la petite monnaie. Madame Joy vint à l'ouverture sous le soleil de l'après-midi, habillée, souriant comme si elle avait attendu de voir ce moment. « Tu n'as pas seulement survécu, me dit-elle. Tu as transformé ta douleur en porte d'entrée. » Nia m'envoya une photo de sa chambre d'étudiante, soleil sur son bureau, livres empilés, son propre espace. En dessous, elle écrivit « Merci d'avoir prouvé que la famille n'est pas toujours le sang. » Et je m'assis dans mon appartement calme plus tard, regardant le soleil se répandre sur mon sol, connaissant la vérité. La vengeance n'était pas le but. La vengeance, c'était de construire une vie si solide que personne ne pourrait m'effacer à nouveau.